Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le samedi 29 novembre et vous suivez l'émission Le Courrier des auditeurs. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Gracias. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin-chào. Xin-chào. Bonjour, vous êtes en compagnie de Floriane Et Meg. pour le courrier des auditeurs de cette semaine, le dernier du mois de novembre. Mais j'ai l'impression que nous sommes presque déjà en décembre. Mais avant de vous parler du concours du mois de décembre, nous souhaitons quand même profiter des dernières occasions pour vous rappeler le concours de novembre. Nous sommes sympas. Oui, vous avez encore 2 jours, 3 pour y répondre jusqu'à lundi soir. Et donc la question de novembre était quel est le nom de la nouvelle personne qui se trouve à la tête du parti Kuomintang. Ah, c'est vraiment une question très facile. Et là, pour la compliquer un petit peu quand même, eh bien, on vous demande aussi quelle est sa position ou sa politique vis-à-vis de la Chine. Voilà. Comme Ça, c'est... D'ailleurs, je pense que c'est l'une des premières choses sur lesquelles elle s'est prononcée depuis qu'elle a été élue à la tête du KMT. Et même avant son élection, On il y a savait, eu oui. des accusations d'ingérence de la part de la Chine en faveur de cette personne. C'était lors des élections. En fait, du coup... Pendant la campagne électorale. Pour la campagne électorale. Du coup, cette semaine, j'ai commencé à voir la comparaison de cette présidente à la première femme présidente du KMT, Hong Xiu-ju, qui n'a pas tenu longtemps. Du coup, est-ce que les médias taïwanais ont commencé à parler, est-ce que cette nouvelle présidente va devenir la deuxième Hong Xiu-ju, sans dire que elle provoque tellement de controverses. Bon, ça sera à voir en tout cas comment ça se passe. Et si Oui. vous trouvez qui c'est, eh bien vous avez une chance, ou même 5 chances au total, de gagner un dessous de tasse en forme de tortue. Oui, ça, on l'a décrit et redécrit, donc on va plus la redécrire. Et puis il est aussi toujours temps de répondre au concours trimestriel, donc octobre, novembre, décembre, pour lequel on vous demandait de donner le nom d'au moins 2 pièces du Musée national du Palais qui sont actuellement exposées en République tchèque. Voilà. Donc, il y a des pièces majeures qui sortent rarement des murs du Musée national du Palais ou encore moins des frontières de Taïwan. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette exposition si vous avez l'occasion, en fait. Voilà, ou celle du Quai Branly où il y a aussi des pièces de Taïwan qui sont pour l'exposition Dragon. Oui. Et vous aurez l'occasion de gagner une paire de tongs qui marche toute seule, un petit jeu gadget. Voilà, il y en aura aussi 5 qui seront distribués. C'était la mode de Tiffany, en fait, de trouver ces petits jeux qui me fait revenir à l'enfance, en fait. J'ai l'impression souvent c'est ça, en fait. Voilà. Sinon, je sais plus si on a déjà eu l'occasion d'annoncer à nos auditeurs. Certains d'entre vous se souviennent peut-être encore que de l'année dernière, fin de l'année 2024 également, il y avait des étudiants qui faisaient du français, mais pas en première langue, qui étaient venus au studio de RTI et qui avaient enregistré une émission Baguette et Bubble Tea. Et cette année, ils vont revenir au studio de RTI avec une sorte d'émission. L'année dernière, c'était plus ce qui les intéressait, en fait, les marchés de nuit, les boîtes de nuit. Et cette année, ça va être Taïwan vu par les jeunes. Donc, ils vont aborder différents sujets. C'est en plein préparation. Ils vont passer au studio de RTI 5 décembre et nous souhaitons diffuser leur émission une fois qu'elle sera montée, en fait. Et nous espérons de le faire au courant du mois de décembre pour que cela fasse cadeau aux étudiants. Un joli cadeau de Noël. Oui. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à faire parvenir vos remarques comme l'année dernière parce que le prof se charge toujours de transmettre vos
vos commentaires ou alors vos encouragements à ces étudiants qui font pas, je répète encore une fois, qui font pas le français comme leur première langue étrangère. Donc ils sont en différentes disciplines et là, le français c'est simplement quelque chose qui les intéresse. Ils ont comme option, c'est ça? Comme option, ou alors c'est parce qu'ils ont pour projet de poursuivre des études en France par la suite. Donc je pense que ces étudiants ont des points de vue intéressants à partager, même sur des sujets auxquels je ne m'attendais pas du tout. Mais bon, ça c'est quelque chose qui les intéresse. Donc on verra ce qu'ils vont nous raconter par la suite. Oui, je suis très curieuse aussi de les entendre parce que j'ai pas du tout vu ce qu'ils préparaient pour l'instant. Ouais, j'ai vu Donc, des choses pas mal. Intéressant. À suivre. Donc ça va arriver en décembre. Et en décembre, eh bien, il y a aussi un nouveau concours qui va Tout à arriver fait. parce qu'on n'avait pas fini les annonces. Et ça va être un concours qui sera en lien avec la série de décryptage proposée par Sasa au sujet du livre 80 mots de Taïwan d'Aurélien Rossanino. Oui. Donc, qui a présenté à travers ses émissions et ce livre d'autres aspects de Taïwan dont il parle moins dans les émissions du dimanche à RTI. Donc c'est plus une sorte de nouvelle rédigée à partir des mots qu'il a sélectionnés concernant Taïwan en fait. C'est même pas vraiment sous forme de nouvelle, c'est une série d'entrées Oui, donc c'est pas quelque avec chose... des réflexions au sujet de la société taïwanaise, Oui, mais c'est beaucoup d'imagination aussi en fait. C'est pas uniquement les faits constatés en fait. Bien sûr. Voilà. Et donc, eh bien, on vous demande quels seraient les 5 mots qui représentent le mieux Taïwan ou que vous associez à Taïwan et pourquoi. Donc, vous pouvez répondre à partir de ces séries d'émissions ou alors c'est simplement vous, en fait, en général, ce que vous remarquez de Taïwan. Ou qu'est-ce que vous avez vu si vous êtes déjà venu, qu'est-ce qui vous a Vous pouvez aussi répondre RTI. Moi, j'accepte comme réponse. Voilà. Donc, 5 mots représentatifs de Taïwan. Et pourquoi Et pourquoi. Voilà. Et puis, comme cadeau, il y aura donc 5 porte-monnaies en forme de fruits. Oui. Et ça, c'est aussi un cadeau de Tiffen. Oui. Et en fait, justement, nous avons commencé à recevoir des commentaires de la part des auditeurs sur les 80 mots de Taïwan. Et Daniel Villon a réagi justement au décryptage de Sasa, mais aussi de découvrir le post sur Instagram réalisé par notre stagiaire Eva sur cafard. Et elle a dit que la catégorisation des personnes en fonction de leur réaction face à un cafard l'a bien amusée, mais c'est tellement vrai. Je pense que le cafard, c'est quelque chose de traumatisant pour les étrangers qui viennent à Taïwan. C'est traumatisant pour moi aussi, en fait. Je trouve, la quantité de cafards qu'il y a, c'est quand même impressionnant. Et il y a beaucoup de variétés, des espèces différentes. Des fois, je constate 4 sortes de cafards différents chez moi et c'est tellement traumatisant. Et du coup, je ne sais pas si tous les auditeurs ont accès à Instagram ou ont écouté le décryptage, mais ça m'a donné envie de partager le cafard lu par Aurélien dans le cadre de l'une des émissions de Sasa, en fait. En fin de compte, la société taïwanaise se divise en 2 sortes de gens. Ceux qui peuvent attraper les cafards sans sourciller et les autres tétanisés par ces horribles bestioles. Foutu Jianglang, une fille comme I les saisira par les antennes et les jettera par la fenêtre, alors que moi, retranché derrière mon canapé, je planifie de longues opérations militaires pour venir à bout de cet ennemi redoutable qui pénètre dans l'appartement par... Mais par où, au fait? L'apparition inexplicable de ces êtres maudits les rend presque ésotériques. Ne vous moquez pas, vous n'en avez jamais vu de si costaud en France. Effectivement, moi j'en avais jamais vu d'aussi costaud en France avant de venir à Taïwan. Là, il a raison. Le pire, c'est qu'il y a une espèce ou une variété de cafard à Taïwan qui s'appelle cafard allemand. Et je me demande pourquoi ça s'appelle cafard allemand. Et j'en ai jamais vu de tel en Europe, en fait. Donc, peut-être en Allemagne ça existe, j'en sais rien, en fait. Mais bon. Je sais pas, moi je pense que les plus gros que j'ai vus à Taïwan, c'est peut-être facilement 5-6 cm, sans compter les antennes. Et ça vole. Et ça vole. Et c'est horrible. Bref.
Alors, toutes les entrées ne sont pas aussi, pernicieuses que celle-ci. Mais ça vous donne une idée Oui, aussi de l'humour avec lequel tout à fait. Aurélien aborde Taïwan dans cet ouvrage. Oui, parce que dans ces 80 mots, il y a aussi le typhon, le mahjong, la loterie, donc les chiens locaux, enfin, les chiens de race locale, en fait, d'origine taïwanaise, toutes sortes de mots différents et variés concernant Taïwan. Oui, c'est pas quelque chose qui se veut ni exhaustif ni un portrait. C'est Voilà, ce mais qui doit marquer, c'est un oui. petit peu un patchwork d'impressions sur Oui. sur Taïwan. Voilà. Donc merci à Daniel Villon de nous avoir fait porter attention à cette entrée-là aussi. Oui. Et puis, dans ce même message, elle nous disait être étonnée d'apprendre que Matsu était une jeune fille humaine. Donc, la déesse de la mer dont tu as parlé, c'est ça? C'est ça, Mm. ouais. Et en fait, on en parle toujours comme d'une divinité ou d'une déesse, mais ça se rapproche aussi de ce qui serait une sainte dans la religion catholique, dans le sens où c'est une personne qui a vécu réellement, qui a été divinisée après sa mort. En fait, parfois même pour certains, ça arrive de leur vivant. Mais c'est vrai que dans le taoïsme et la religion populaire qui sont très imbriquées, à Taïwan, il y a beaucoup de ce type de divinités. Qui sont des personnes qui ont vraiment vécu ou existé. Ouais. Bien sûr, leurs accomplissements durant leur vie, c'est souvent exagéré. Mais c'est ce que les Taïwanais aiment croire. Donc, Oui, et Taïwanais et le monde chinois au sens large aussi. au sens large, mais plus, par exemple, le cas de Matsu, c'est plus pour Taïwan dans le sens où ça a beaucoup protégé les premiers immigrés de Han, du peuple du continent chinois, parce qu'il fallait traverser le détroit de Taïwan et il fallait croire à une divinité de la mer. Voilà, ça s'explique aussi dans ce sens, en fait. Oui. Après, il y a beaucoup de ce type de divinités. Voilà, il y a par exemple Dame Lin Shui Furen, ou Chen Jinggu, qui est à l'origine une prêtresse taoïste, qui est aussi maintenant honorée comme une divinité. Il y a aussi beaucoup d'immortels, ce qu'on appelle les xian, donc ceux qui ont accédé à une vie très longue, en fait, qui ont dépassé la mort. Dans la légende, oui. Selon la légende, bien sûr. Il y a aussi le dieu que l'on prie pour passer ses examens, Wang Wenchang, qui est, c'est ça, à l'origine un général héroïque qui vient du Sichuan, qui est mort au IVe siècle, et qui aura eu ensuite 17 réincarnations au fil des siècles, selon différentes sources. Et donc on dit de lui qu'il était un très, très bon fils, avec beaucoup de piété filiale, parce que quand sa mère était malade et en situation de malnutrition, il a coupé des morceaux de sa propre cuisse pour qu'elle ait de la viande à manger et puisse guérir. Voilà. Donc c'est ça, les actes héroïques un peu extrapolés parfois, ou vraiment qui deviennent des légendes. Mais c'est vrai que Wen Changjun est beaucoup plus prié à Taïwan, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent des examens et il y a des codes à respecter lorsqu'on prie auprès de cette divinité pour les examens, en fait. Donc, il ne faut pas, d'après ce que je sais, il ne faut pas aller directement voir cette divinité honorée dans un temple pour la première fois et lui demander de la bénédiction. Donc, ce que font les familles taïwanaises, c'est qu'elles vont d'abord dans ce temple se présenter à cette divinité pour la première fois en disant que cette année, la personne va passer tel ou tel examen, et de revenir peu avant les examens, une fois on aura reçu la carte pour passer l'examen. Et cela, il faut le passer sur la fumée des encens et le présenter avec le vêtement que le candidat va porter le jour pour passer l'examen. Et tout cela, c'est des différents codes à respecter pour pouvoir prier à cette divinité qui apparemment fonctionne. Voilà, oui, il y a beaucoup de rituels qui sont très codifiés pour aller prier. Donc à la base, c'était donc de son vivant, il était général.
Et puis il a été révéré après sa mort. Il a été nommé ministre céleste, puis a gravi les échelons de la hiérarchie divine, d'abord sous la dynastie des Tang, puis les Song et des Yuan. Et il a été inscrit au culte impérial en 1801. Et beaucoup d'écoles abritent sa statue encore aujourd'hui, que ce soit à Taïwan ou ailleurs. Mais voilà un petit peu un autre exemple de personnes qu'on pourrait dire saintes, effectivement, selon le code de la religion catholique, mais qui a Ça se comprend qui a peut-être vécu mieux, et en qui fait. a été ensuite complètement divinisé selon cette hiérarchie céleste qui est très similaire en fait à la hiérarchie qu'il y avait sous l'Empire chinois au niveau des grades et des échelons et de comment une personne est ordonnée à un grade supérieur petit à petit lorsque des exploits lui sont attribués. Donc c'est vraiment très lié à la vie quotidienne des gens en fait. Oui, c'est ça. Et que ce soit pour prier, effectivement, dès qu'il y a un examen à passer ou bien n'importe quoi. En fait, les gens se tournent beaucoup vers différentes divinités selon leurs besoins. Ouais. Je dirais pas au quotidien, mais presque quand même. Presque, oui. Il y a beaucoup de Taïwanais qui lorsqu'ils se trouvent à faire du choix, par exemple, que ce soit carrière professionnelle ou études, en fait, quelle discipline, oui, ils vont demander aux divinités. Oui. Voilà donc pour réagir un petit peu à ce message de Daniel Villon. Merci beaucoup. Et nous allons saluer aussi Philippe Marsan qui nous a envoyé un rapport d'écoute en précisant mauvaise réception, grisaillement, bruit de fond, sifflement. Simpo va évaluer de 1 à 3 et il a dû abandonner l'écoute à moitié tellement c'était difficile. Du coup, le mail a été transféré aux ingénieurs. Donc, on étudie effectivement si les conditions d'écoute de cet hiver sont vraiment trop mauvaises et s'il faut faire quoi que ce soit. Donc, très prochainement, nous allons vous apporter des réponses plus précises à cela, en fait. Voilà, donc si vous avez aussi des difficultés d'écoute, n'hésitez pas à nous en faire part. Oui, parce que Gilbert Dupont nous a envoyé aussi un rapport d'écoute en précisant qu'il s'agit d'un rapport bien compliqué, mêlant à la fois un fort signal à un évanouissement parfois prononcé. Et ne parlons pas du bruit de fond. Donc je pense que c'est vraiment très difficile pour nous capter. Il faut avoir la volonté, en fait, je dirais. Merci beaucoup de vos rapports d'écoute et tous ces rapports sont envoyés à nos ingénieurs en fait. Ensuite, on a eu des questions aussi, 2 questions ou réactions au niveau des sports, puisque Jacques-Augustin a réagi au décryptage de lundi dans lequel j'étais revenu sur l'actualité sportive du week-end en disant qu'il était intéressé pour qu'on parle plus de sport dans nos émissions en général. Et ça correspond à une question de Nagmushinoari qui nous demandait quelle est la pratique des sports d'hiver à Taïwan. Donc c'est l'occasion de répondre à ces 2 demandes en même temps. Oui, alors le sport d'hiver. Comment dire ? Quel hiver En fait, pour que Taïwan ait des athlètes qui puissent se présenter dans des compétitions de sport d'hiver, il faut vraiment que ces athlètes fassent des formations, des entraînements à l'étranger. Parce qu'on n'a pas des conditions hivernales très favorables pour des entraînements. Voilà, par manque de neige et de glace, comme Taïwan est un pays tropical, les rares fois où il y a de la neige, c'est vraiment pas suffisant pour avoir une pratique sportive régulière. Il y a 4 athlètes de Taïwan qui ont participé aux Jeux Olympiques d'hiver 2022 à Pékin. Oui. Une personne en luge, une en patinage de vitesse et 2 en ski alpin. Donc le ski étant une première, c'est vraiment représentatif de l'absence de sport d'hiver à Taïwan. On peut dire qu'il y a quand même quelques patinoires qui existent à Taïwan. Donc il y a du hockey sur glace, il y a quelques équipes scolaires, de jeunes, des adultes aussi qui y jouent. Il y a 6 équipes en catégorie Open, donc pour adultes, et 7 équipes internationales avec principalement des Canadiens qui habitent à Taïwan. C'est représentatif. Ça explique que c'est aussi culturel en fait, en quelque sorte. Voilà, donc il y avait parmi ces athlètes quand même Xu Ziting, la gardienne de but de l'équipe féminine de hockey sur glace, qui était la porte-drapeau de la délégation taïwanaise.
lors de la cérémonie de clôture des Jeux asiatiques d'hiver en février de cette année. D'accord. Et en fait, elle fait un doctorat au Canada et pendant ces Jeux, voilà, elle a pu s'entraîner là-bas, Oui. même si elle représente Taïwan. Mm. Voilà, mais elle a été remarquée parce qu'elle a arrêté 73 buts sur 76 tirs Wow. au cours d'un match contre la Corée du Sud. Ça n'a Mm. pas suffi pour gagner, mais c'était quand même remarquable. Oui. En même temps, je sais pas, je suis vraiment très mal placée pour parler du sport, mais je me demande, pour représenter Taïwan dans ces disciplines, c'est peut-être pas très difficile dans le sens où il y a vraiment pas beaucoup d'athlètes. Je sais pas, ça, je sais pas. J'avais regardé aussi un petit peu dans le patinage artistique. Il y a aussi très peu de personnes Oui. qui ont le niveau pour se distinguer au niveau international. Mm. Et quand il y en a, ce sont souvent des binationaux qui ont vécu et se sont entraînés aux États-Unis ou ailleurs. Tout à fait. Mm. Mais avec une simple recherche sur Wikipédia, sur 10 femmes qui sont listées dans la catégorie patineuse solo de Taïwan. Donc c'est pas des données qui sont à jour, mais ça donne un ordre d'idée. Il y en a 9 sur les 10 qui sont américano-taïwanaises. C'est vrai que, ouais. Voilà. Ouais, je connais quasiment personne qui font de patinage artistique, ni d'enfants qui apprennent à faire cela en fait. Mais c'est qu'il y a aussi très peu d'endroits où c'est possible de faire du patinage. Enfin, il y a, À Taïwan, à Taipei, il y a Taipei Dome. il y a c'est tout. Taipei Dome, il y en a une aussi à Dazhi, Oui, une à Tucheng, et puis il y en a aussi dans une le à nord de Tainan. Taïwan. C'est ça, il y en a Et- 3 à Taïwan, une à Taoyuan et une à Tainan. donc il n'y en a pas autant. en C'est fait. 5 patinoires. Et ça coûte extrêmement cher. Aussi. oui. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment pas facile. Et puis, quand on parle du ski, il y a eu une station de ski à Taïwan, à Huangshan, Oui. qui est une montagne qui fait 3400 mètres d'altitude, où il y a de la neige jusqu'à 2 mois par an, avec des pentes herbeuses qui se prêtent assez bien au ski. Je l'ai fait récemment, enfin en été. En été, ça t'a fait de la luge sur les fesses sans neige. Pas vraiment. J'ai vu la montagne, L'endroit, la pente qui peut être... oui, et j'ai vu le Ski- neige de loin en fait, sur l'autre mont en fait. D'accord. Ouais. Donc en fait, à la base, c'était en 1960 que l'armée a établi un camp pour préparer ses soldats aux techniques de déplacement et secours en montagne sur la neige, Mm. dans l'optique, à l'époque, de se préparer à reconquérir la Chine C'est continentale. toujours comme ça en fait. Et donc c'est à ce moment-là, enfin 3 ans plus tard, que la station a été ouverte au public. Et des gens ont pu skier quelques semaines par an, mais c'était vraiment pas beaucoup. Et on n'avait pas autant de neige non plus en fait, pour que Oui. la neige reste. C'est ça, Non. d'une année sur l'autre, c'est vraiment peu. Et puis Oui. cette station a été progressivement délaissée Et par des surtout, skieurs qui préfèrent aller à l'étranger. et pour, surtout, pratiquer. on s'est rendu compte que la reconquête de la Chine, c'est peut-être pas très réaliste. Voilà. Et puis les bâtiments sont un peu tombés en ruine aussi. Voilà, Mm. donc ils On voit des ruines maintenant en fait. Ouais, maintenant ils accueillent parfois des touristes, mais plus des skieurs. Non, c'est plus ça des gens qui font de la randonnée en montagne. Oui, c'est ça. Mm. Et puis les Taïwanais vont par contre un peu plus skier à l'étranger. Là, il y avait des chiffres comme quoi il y a eu 40 000 voyages par an à peu près pour aller skier à l'étranger, dont 9 sur 10 vont au Japon. Ouais, c'est le plus proche. Et le moins cher, c'est Corée. Ouais. Pour les Taïwanais, Japon en fait. et Corée. Japon, c'est plus proche, mais c'est plus cher au niveau de coût, en fait. Mm. Voici un petit peu donc l'état des sports d'hiver de Taïwan. Oui. C'est pas grand-chose. Il existe aussi quelques écoles de ski en intérieur avec de la fausse neige et des sols artificiels pour apprendre les bases avant un voyage à l'étranger. J'étais stupéfaite de découvrir ça. Si, ça existe. Il n'y en a Mais- pas autant, mais ça existe. Voilà. Donc on remercie Nagmu Chinoari pour cette question et Jacques-Augustin. Merci beaucoup. Et merci beaucoup également à Alain Carlier de nous avoir envoyé un rapport d'écoute. Et toujours à propos des rapports d'écoute, nous avons aussi eu une série de 7 rapports d'écoute, si je compte bien, de Paul Jamet qui nous écoute en France. Il a dit qu'il s'habitue au nouveau site, finalement, mais c'est difficile, je conçois, merci beaucoup. Et il a aussi partagé un article avec nous sur
un incident qui est survenu lors d'une exposition qui s'est déroulée au musée des Beaux-Arts de Keelung, parce que l'artiste Chen Songzhi a exposé une œuvre qui... C'était pas évident de voir ce que c'était et que c'était une œuvre en fait. En fait, c'était un miroir avec beaucoup de poussière dessus. Selon l'artiste, le poussière s'est accumulé pendant 40 ans. Et l'incident, c'est qu'un bénévole du musée a nettoyé le miroir en exposition en pensant qu'il était sale. Et du coup, ça veut dire que l'œuvre a été détruite. Et en fait, à Taïwan, c'est quelque chose qui est arrivé au début du mois de novembre et on est vraiment passé à côté de cette information. Parce que c'était partagé dans la presse française même. Oui, tout à fait. Alors, cette œuvre donc, du miroir s'intitule Syntaxe inversée 16. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle 16. Et c'est exposé dans le cadre d'une exposition internationale We Are Me. Nous sommes moi. Au musée de Keelung. Et donc, c'est vraiment un miroir qui est sale, on le voit en fait. Et d'ailleurs, Eva a préparé un post cette semaine sur ce sujet. Mais je trouve que l'artiste a plutôt bien réagi à cet incident en disant que de toute façon, l'événement lui-même relève comment les œuvres d'art, en tant qu'intermédiaire entre les contextes d'exposition, interagissent avec la réalité et la création et l'imagination, et que tout ce qui est arrivé, ça fait partie de l'impermanence d'une œuvre telle qu'il est en fait. Donc il a plutôt bien réagi, mais cela après que le musée et aussi le bureau des affaires culturelles de Keelung ont présenté des excuses auprès de l'artiste. Du coup, Paul Jamet nous demande ce qu'on pense de cet événement. Et c'est un accident. C'est un accident. Et c'est vrai que la formation des bénévoles aurait pu être meilleur. Et en même temps, ils sont bénévoles, donc c'est difficile de leur jeter la pierre aussi. Les visiteurs ont réagi en disant qu'il faudrait davantage de communication, aussi de la part de l'artiste, pour comprendre ce qu'il souhaite exprimer. Bien sûr, il faudrait plus d'informations de bénévoles. C'est la plupart des réactions des Taïwanais en pensant que de toute façon, la poussière peut se réaccumuler. Et en même temps, ça prendra du temps s'il fait encore 40 ans. Non, d'après mes expériences personnelles, ça prend pas autant de temps pour avoir une poussière sur un miroir. Donc, pour les gens aussi, ça prouve l'impermanence d'une telle œuvre. Et certains internautes ont dit que ça devient une exposition de performance interactive de performance et que l'accident fait partie du coup de l'exposition. Et peut-être que si le miroir n'est pas nettoyé, enfin vraiment bien nettoyé et n'est pas propre, ça peut aussi être quelque chose qui est mis en valeur et qui est souligné après, de voir ce qui arrive par la suite à cette œuvre d'art. Tout à fait. Donc, c'est vrai que du coup, je pense qu'il faut de communication et formation dans ce dossier. Et aussi l'accessibilité, ce qui m'a étonné, c'est l'accessibilité de l'œuvre par quelqu'un de l'extérieur, en fait. Normalement, on ne devrait pas toucher aussi facilement une œuvre qui est exposée dans une exposition internationale. Heureusement, c'est un artiste taïwanais, en fait, je pense. Oui. Donc en tout cas, c'est intéressant comme réflexion ce que ça ouvre. Oui, merci beaucoup à Paul Jamet d'avoir partagé ces différents reportages faits dans la presse française et merci aussi d'avoir envoyé des rapports d'écoute. Merci à tous aussi de nous avoir écoutés et écrits toute cette semaine. Et puis, eh bien, bon mois de décembre et bon préparatif de fête. Voilà. C'est vrai que ça arrive très rapidement, en fait. Merci à tous d'avoir suivi le courrier des auditeurs de cette semaine présenté par Meg. Et Florian. À bientôt. Hello. Guten Tag. Bonjour. 下次见。